Membres d'un même groupe, accueillons deux membres des Beatles, John Lennon et Paul McCartney, restés en froid pendant 13 ans. Tout commence en 67, Brian Epstein, le manager légendaire des Beatles, disparaît. John Lennon verrait bien l'un de ses amis prendre la relève. Paul McCartney souhaite quant à lui que son beau-père supervise leurs activités financières. C'est Lennon qui aura le dernier mot, laissant un goût amer à McCartney qui ne cautionne pas ce choix. Au début, c'était pas ça, c'était le bon temps. On jouait dans les boîtes, les salles de bal, on parlait avec les gens, c'était vraiment chouette. Et c'est devenu ce grand truc. C'est comme un type qui gagne des millions, Rockefeller ou Getty. Il devient tellement obsédé par l'argent, comment garder les millions, comment en gagner plus, qu'il oublie tout le reste. Et les Beatles, c'était devenu ça. À cette querelle sur le choix du manager s'ajoute l'omniprésente et directive Yoko Ono, la compagne de Lennon, qui donne son avis sur tout ce que faisaient les Beatles. Il n'en faut pas plus pour décider Paul McCartney à prendre le large. Il commence à travailler sur un album solo et en mars 1970, la tension est à son comble. Les autres Beatles demandent à Paul de repousser la sortie de son album pour ne pas nuire aux ventes de Let It Be, qui doit sortir un mois plus tard. À bout de nerfs, McCartney sort malgré tout son disque et annonce publiquement son départ des Beatles, laissant ses camarades quelque peu esselés. Les Beatles, ce n'est pas si important. Les Beatles sont morts. Lennon ne pardonnera jamais à McCartney d'avoir dissous les Beatles. Il règle même ses comptes à travers un morceau assassin, How Do You Sleep, sur son deuxième album solo, Imagine. Et pendant 10 ans, les deux pop stars ne se recroiseront jamais. Au moment de la séparation des Beatles, j'étais très bouleversé. J'allais mal, c'était comme un divorce. Donc j'ai dit beaucoup de choses méchantes, mais que je regrette aujourd'hui. Malheureusement, le 8 décembre 1980, Lennon est sauvagement assassiné. On ne saura donc jamais s'ils auraient pu un jour se réconcilier après 13 ans de brouille. À la deuxième place des plus longues brouilles entre membres d'un même groupe, on retrouve Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac du groupe Téléphone, restés brouillés pendant près de 20 ans. Je rêvais d'un autre monde. Formé en 76, Téléphone enchaîne rapidement les succès et devient le fleuron du rock français. Seulement en 84, le groupe subit trop de pression médiatique et les fortes personnalités de chacun des membres commencent à créer des conflits de plus en plus pesants. Mauvaise humeur quasi quotidienne ou goûts musicaux qui sont plus tout à fait les mêmes. Et on se réunissait pour répéter, on répétait plus, donc des périodes tristes. De son côté, le guitariste Louis Bertignac reproche à Jean-Louis Aubert de vouloir monopoliser les compositions du groupe et il le fait savoir. Quand il se pointe, on répète, il commence à faire la tronche. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté Aubert et Bertignac. Donc, il n'a pas vraiment envie de participer. Et après 9 ans de vie commune, le 24 avril 1986, Jean-Louis Aubert annonce la séparation du groupe. Je trouvais quand même qu'on se faisait du mal. Téléphone se divise alors en deux. Louis et la bassiste Corinne Mariano forment les Visiteurs et Aubert forme Aubert & Co avec le batteur Richard Kolinka. Et tandis que les albums d'Aubert cartonnent, ceux de Bertignac peinent à décoller. Forcément, ça n'arrange en rien les relations. Mais en décembre 2005, après 20 ans de discorde, les deux fortes têtes de Téléphone remontent ensemble sur scène lors d'un concert de Louis Bertignac à l'Olympia. Une semaine plus tard, ils officialisent leur réconciliation sur le plateau du Téléthon. Bertignac et Aubert, c'est les deux meilleurs amis du monde par définition. Quand ils se mettent à deux avec deux guitares, je veux dire même aujourd'hui, enfin la magie revient immédiatement, quoi. On pourrait donc dire que tout est bien qui finit bien, mais ça fait un peu téléphoner. Enfin, en première position des plus longues brouilles entre membres d'un même groupe, on retrouve David Gilmour et Roger Waters, les deux figures emblématiques de Pink Floyd, restés fâchés pendant 23 ans. À la fin des années 70, Pink Floyd est avec sa musique planante l'un des groupes les plus connus au monde, notamment grâce aux deux albums Dark Side of the Moon et The Wall. Mais au début des années 80, le chanteur et bassiste Roger Waters, en pleine crise de mégalomanie, impose une dictature absolue sur le groupe. Une attitude qui provoque l'exaspération du guitariste David Gilmour.
L'ambiance va en se dégradant, d'autant que The Final Cut, leur nouvel album entièrement écrit par Waters, fait un flop. Ajoutez à ce choc des égos une consommation excessive de stupéfiants et le clash devient inévitable. En 1983, Roger Waters décide de quitter le groupe. Mais Pink Floyd continue sa route sous la direction de David Gilmour. Dépité, Waters tente en 86 une action en justice pour empêcher ses anciens partenaires de continuer sous le nom de Pink Floyd. Peine perdue, le groupe sortira encore 2 albums. Roger considérait que sans lui, Pink Floyd ne pouvait pas exister. Et avec David, on pensait que si, et donc on a continué. Et c'est finalement pour la bonne cause, la lutte contre la pauvreté, que la réconciliation a enfin lieu à Londres le 2 juillet 2005. Gilmour et Waters ont oublié leur vieille rancœur pour partager la même scène lors du fameux Live 8, le concert de charité planétaire après 23 années de guerre froide. Thank you all very much.